Good morning et bienvenue dans un épisode spécial. Aujourd'hui, on décrypte ensemble la gamme des appareils Sony afin de t'aider dans le choix de ton prochain appareil. Cette vidéo est là pour t'éviter de dépenser des centaines voire des milliers d'euros pour rien. Donc assure-toi de regarder bien jusqu'à la fin. On va décomposer tout ça en 3 parties. La première va être quand on prend la gamme Sony, le décryptage, à quoi correspondent les différentes nomenclatures et les différents appareils. Deuxièmement, en fonction de tes besoins, vers quel appareil t'orienter. Je vais essayer de te guider un petit peu. Et troisièmement, qu'en est-il des rumeurs? Faut-il attendre un A7 V, un RX1, R3 ou faut-il investir maintenant? Bref, on parle de tout ça ensemble. C'est parti. Allez hop, bienvenue. On a plein de choses à se dire. La gamme Sony est grande. Et j'ai eu la chance au cours des dernières années de pouvoir essayer la plupart des derniers appareils Sony. Si tu ne me connais pas, je suis un photographe d'aventure et de voyage, mon nom est Pierre Tellambert. Je peux tester ces appareils dans des conditions réelles, ce qui est extrêmement important pour moi. Toutes les photos que tu vois, c'est moi qui les ai prises. Je les ai prises dans des conditions réelles. Ce n'est pas une IA, je n'ai pas inventé ces photos, je ne les ai pas récupérées sur un autre site. Non, c'est moi et mon expérience et c'est avec ça que je te parle. Donc, si toi aussi, tu n'es pas une IA en train de regarder cette vidéo, laisse un petit pouce et abonne-toi si tu veux voir les prochains tutoriels et les prochaines aventures photographiques. D'ailleurs, avant qu'on se lance dans les détails techniques, un conseil en tant que photographe professionnel, avant de changer ton boîtier, vérifie bien que ce soit le boîtier qui te limite et non pas ton objectif dans ta progression. Et deuxièmement, aussi que ce ne sont pas tes compétences plutôt que le matériel. Il vaut mieux que tu investisses des centaines voire des milliers d'euros dans un atelier, dans un workshop, dans un voyage ou dans une formation en ligne afin de progresser et d'acquérir des compétences qui vont te suivre quel que soit l'appareil que tu utilises. Tout ce que j'ai appris il y a 10 ans est toujours valable aujourd'hui et l'œil du photographe que j'ai aujourd'hui me permet de prendre des photos que j'aime quel que soit l'appareil que j'utilise et quelles que soient les circonstances. Si tu veux, j'ai une prochaine session de ma formation pas à pas sur 30 jours qui va bientôt démarrer. Je te mets un petit lien dans la description pour que tu puisses me rejoindre et qu'ensemble, on acquérisse ces compétences qui vont te servir quel que soit ton matériel. Le matériel, tu peux toujours l'acheter après, pas besoin de se presser. Le plus important, c'est de prendre des photos que l'on aime. On se lance tout de suite dans la gamme des appareils Sony. À savoir, Sony, dans sa gamme actuelle, on a les capteurs 1 pouce, les appareils avec des capteurs APS-C et les appareils, les boîtiers avec des capteurs plein format. Plus ton capteur est petit, plus ton boîtier est petit et plus ton capteur est grand et plus tu es censé avoir une qualité d'image en lumière basse élevée et un flou d'arrière-plan augmenté à la même ouverture. Si tu ne comprends pas tout ça, j'ai une vidéo sur les bases de la photographie que tu peux regarder après. Mais continuons un peu dans ce décryptage des boîtiers Sony. On a plusieurs séries qui ont différents noms. La première série dont je vais parler, ça va être la série des hybrides à tout faire en APS-C. Ceux-là, ce sont les Alpha 6000. La série Alpha 6000, 6100, 6000, 6400, 6700, on en est à la 6700 et peut-être même 7000 un jour, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces appareils sont là un petit peu pour répondre à tous les besoins et n'ont rien envié au plein format. Dans cette gamme, le A6700 est le dernier et le meilleur et avec un capteur de 26 mégapixels, un autofocus avec l'IA, 11 images par seconde, un obturateur mécanique et électronique, de la stabilisation, 4K, 120 images par seconde, 422, 10 bits. Bref, cet appareil n'a rien à envier aux autres séries. Et c'est un appareil que je peux recommander dans certaines circonstances dont on parlera dans 2 minutes. Ensuite, nous avons la gamme des pleins formats, on va dire un petit peu la gamme phare de Sony, qui est la série Alpha, avec un seul chiffre derrière. Donc Alpha 1, Alpha 9, Alpha 7. On va avoir un capteur plein format, ce qui veut dire généralement une meilleure qualité d'image, surtout en basse lumière, un bokeh plus intense, on parle du flou d'arrière-plan. La série A7, c'est le cœur de la gamme, les boîtiers à tout faire. On a le A7 IV avec 33 mégapixels, un autofocus performant, mais ce n'est pas le dernier, il n'y a pas de processeur IA. Un bel appareil hybride photo et vidéo qui se veut à tout faire, mais en 4K 60 par image, nous avons un crop, c'est-à-dire que l'image est recadrée, ce qui est dommage pour un boîtier plein format. Pourquoi recouper? C'est un choix de Sony, on n'est pas là pour commenter, mais la grande question dans cette gamme, c'est faut-il attendre le A7 V? Et pour ça, on va y répondre à la fin. Personnellement, je n'achèterai pas un A7 IV en 2025 et la raison est simplement que je trouve que le boîtier date un petit peu et que des A7C ou des A7CR finalement auront une meilleure technologie que celui-là. A7CR, pourquoi un R? R, ça veut dire résolution, c'est-à-dire qu'on aura une résolution augmentée sur les boîtiers avec un R. Donc on avait le A7R1,
Ensuite, on en est au A7R5 de nos jours. L'A7R5 a 61 millions de pixels, un autofocus avec IA, un écran avec une belle résolution, 10 images par seconde, et c'est un appareil idéal pour le studio, l'architecture, les paysages, absolument pour tous ceux qui ont besoin de recadrer beaucoup, puisque tu vas vraiment pouvoir recadrer énormément avec cet appareil grâce à sa résolution. Il y a aussi un écran pivotable qui est extrêmement pratique dans plein de circonstances. Maintenant, on passe à la gamme des A7C, C qui veut dire compact. Et là, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as un mini A7 IV et un mini A7R5. Alors, c'est pas vraiment un mini A7 IV, on parle du A7C II, qui est en fait un petit peu meilleur que le A7 IV dans certains domaines. C'est-à-dire qu'il va avoir les mêmes caractéristiques que le A7 IV, mais avec aussi l'intelligence artificielle pour la détection de sujets. Du côté A7CR, on a le même capteur de 61 millions de pixels que sur le A7R5 à l'intérieur d'un boîtier qui est tout petit. Petit désavantage pour ces boîtiers, c'est qu'on n'a plus 2 cartes mémoire, mais une carte mémoire. Donc il faut garder ça en tête. Si tu fais du travail professionnel et que tu as besoin d'enregistrer sur 2 cartes mémoire en même temps, ce ne sera pas le boîtier principal qu'il te faudra. Maintenant, on passe à la série des A7S. Le S est là pour veut dire sensibilité, c'est-à-dire qu'il a une plus grande sensibilité en lumière basse et des couleurs plus riches. Par contre, la résolution est beaucoup plus faible et c'est un boîtier qui est orienté cinéma, vidéo. Aujourd'hui, on en est au A7S III. Y aura-t-il un A7S IV? J'ai bien peur que non, que la lignée s'arrête là. Le A7S III est un boîtier incroyable avec 12 millions de pixels qui permet de faire des vidéos comme ça en pleine nuit, en voyant la Voie lactée, de faire du 4K en 120 images par seconde, 422 10 bits sans crop. C'est vraiment le roi de la nuit et de la vidéo. C'est un appareil que j'utilise en ce moment pour enregistrer cette vidéo et que j'adore, mais je suis un petit peu triste que la série risque de s'arrêter, notamment à cause des séries FX. On y arrive dans 2 minutes. Avant ça, la série des A9. 9 pour la vitesse à l'état pur. On parle d'animalier, on parle de sport. On a le A9.1, A9.2 et A9.3. Le A9.3 est un boîtier incroyable avec 120 images par seconde en RAW, sans blackout, avec Global Shutter, ce qui permet d'éviter d'avoir de la distorsion dans les objets qui bougent et qui sont pris en mouvement très rapide dans des photos. Un mode pré-capture qui permet d'enregistrer, de prendre des photos avant même de déclencher. 24 millions de pixels et au niveau de l'autofocus, c'est ce qu'il se fait de mieux avec un autofocus, aussi avec l'IA pour la détection des sujets. Bref, c'est vraiment un appareil du sport et de l'animalier. Ensuite, maintenant, on a le A1. On en est au A1.2. C'est littéralement le meilleur des mondes, tout réuni dans un seul boîtier. On a un capteur de 50 millions de pixels, un autofocus en IA, un mode pré-capture comme sur le A9.3, des rafales jusqu'à 30 images par seconde en RAW, de la vidéo possible en 8K, 30 images par seconde. C'est l'appareil qui est en haut de toute la chaîne alimentaire des boîtiers Sony et qui essaye de tout faire relativement bien. C'est un boîtier que j'utilise depuis des années en version 1 et j'en suis très content. J'ai essayé la version 2. Est-ce que je ferai une mise à jour? J'en ai parlé dans une autre vidéo que tu pourras regarder après. Gros désavantage de ce boîtier, le prix, tout comme le A9, le prix est très élevé. Maintenant, passons à la série ZV. Alors, la série ZV qui était un peu confus au début, pour moi en tout cas, il y a le ZV1, le ZV1.2, le ZVE10, le ZVE1. Bref, c'est une gamme qui est spécialisée pour les vlogueurs, les créateurs de contenu, les Instagrammeurs. Cette gamme est spécifiquement pensée pour eux. Des fonctions simplifiées, des écrans orientables, on a un bon son intégré ou facile à améliorer, des modes pour mettre en avant des produits. Et si le vlog est la priorité, c'est clairement quelque chose vers lequel tu vas te tourner. On a des modèles spécifiques comme le ZV1.2 avec un capteur 1 pouce, 20 millions de pixels, un objectif 18-50 mm f1.8, f4, un autofocus réactif avec le suivi des yeux, une fonction vlogging dédiée, et le Product Showcase et ensuite un mode où tu peux appuyer et tu as du bokeh qui se crée dans l'image. C'est un petit appareil tout en un puisque l'objectif est intégré, parfait pour le créateur de contenu qui démarre et qui est sur un budget. Ensuite, on a l'appareil, le ZVE10 II maintenant, qui est un appareil avec un objectif interchangeable. C'est un capteur APS-C de 26 millions de pixels. On a un autofocus avec l'IA. On a 11 images par seconde, mais avec un obturateur électronique uniquement. Vidéo en 4K jusqu'à 60 images par seconde. S-Log 3, 10 bits. Bref, il y a beaucoup de choses dedans. Mais pour le distinguer un petit peu du A6700, c'est un boîtier qui n'a pas de stabilisation. Donc, quelque chose à prendre en compte, surtout lorsque tu essaies de faire des plans à main levée. Voilà,
je suis plus photographe que vidéaste, mais j'aime bien mentionner cette gamme quand même et la gamme des FX pour que tu comprennes un petit peu et que tu saches si tu pars sur un ZV pour faire de la photo, c'est possible, mais tu vas avoir des obturateurs électroniques, ce qui veut dire du banding dans ton image lorsque tu as des sources lumineuses dont la fréquence va arriver et interférer avec la prise de vue. Garde ça en tête, ils ne sont pas à exclure, mais il y a peut-être d'autres choses qui te correspondront mieux. Ensuite, on a le ZVE1, c'est un capteur plein format et en fait, c'est un A7S3 dans un tout petit boîtier. On a 12 mégapixels de l'A7S3, l'autofocus en IA que le A7S3 n'a pas. On a 4K jusqu'à 120 images par seconde, stabilisation dynamique avancée, le S-Cinetone. Bref, c'est un A7S3 littéralement en version petite. Mais gros désavantage, c'est qu'il surchauffe au-delà de 5 minutes en général en 4K, enfin pour beaucoup, en tout cas en fonction des circonstances. Donc c'est un appareil peut-être pas pour filmer des interviews. Ensuite, si tu es là-dedans dans le monde des vidéastes, on va passer à la série FX. Donc la série FX avec les FX30, FX3, FX6 et dernièrement la FX2. Je vais pas parler de la FX6 et 9 parce que c'est vraiment pour le cinéma. Sur toute la lignée, en gros, on a une ergonomie pensée pour la vidéo, des codecs avancés, des options de monitoring, des ventilateurs intégrés, des prises spéciales. Le FX2, c'est le tout nouveau plein format avec 33 mégapixels. En gros, c'est littéralement un A7 IV dans une ergonomie ciné, donc avec 2 trous, 2 vis, avec le plus gros boîtier, avec le ventilateur. Mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne suis pas trop d'accord, sachant que tu as les mêmes limitations que le A7 IV, c'est-à-dire un recadrage lorsque tu fais de la vidéo en 4K 60 images par seconde. Le FX2 est sorti en 2025. Ensuite, on a le FX3 qui d'une certaine manière a remplacé l'A7S3 puisque c'est le même capteur de 12 mégapixels mais dans un format pour le vidéaste pur. D'où ma théorie que le A7S IV ne viendra jamais puisque Sony a l'air de rendre ses boîtiers plus spécialisés. Donc au lieu d'avoir un A7S IV qui était bien en vidéo et en photo, tu vas avoir un boîtier comme le FX3 qui va faire très bien toute la vidéo, mais tu vas pas avoir l'utiliser pour faire des photos. Ensuite, on va avoir la FX30 qui est une version APS-C de cette gamme vidéo. Ensuite, on a la série RX qui est un petit peu pour les appareils ultra compacts. On a le RX100 Mark VII. C'est un petit appareil compact qui rentre dans ta poche avec un capteur de 20 millions de pixels, avec un objectif de 24 jusqu'à 200 mm équivalent, à ouverture variable entre 2.8 et 4.5. Et surtout, il shoot 20 images par seconde, sans blackout, en RAW et notamment avec l'autofocus qui est très bon. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens l'avait oublié et dernièrement il ressurgit un petit peu parce que c'est vrai que c'est un appareil ultra performant que tu peux emmener dans ta poche. Ensuite on a le RX1R2 que je considère être la version un petit peu Leica de Sony qui est sortie il y a quelques années mais qui malheureusement en fait n'a pas été mise à jour encore. Y aura-t-il un RX1R3? On va voir dans quelques minutes. En tout cas ce qu'il faut savoir c'est que c'est comme un A7R2 avec un objectif fixe de 35 mm f2 dessus et dans un tout petit boîtier. C'est un appareil de tous les jours que j'adore absolument. Pourquoi? Puisque je trouve sexy en fait. Je trouve beau, je trouve agréable à l'utilisation. Je trouve que l'ergonomie est ancienne et à te revoir. Mais j'espère vraiment que Sony fait une mise à jour là-dessus parce que il y a une part de marché à prendre, surtout comparé à du Fuji, à du Leica. C'est un appareil très cher, mais malgré ça, je pense qu'il a beaucoup de choses pour lui. Et j'espère vraiment qu'il y aura une mise à jour parce que je pense que ça ferait du bien un petit peu à l'écosystème. Maintenant, quel appareil pour toi, dans quelles circonstances? Premièrement, si c'est ton premier vrai appareil vers lequel tu investis, que tu n'es pas trop sûr de ce que tu shootes exactement et que tu as un budget serré, je t'invite à aller vers un A6100 ou un A6400 ou voire un 6700, mais on commence à avoir un budget déjà très élevé. Pourquoi un capteur APS-C? Parce que tu peux faire tout ce que les grands arrivent à faire. Et les autofocus marchent très bien. Et surtout, les A6400, tu peux les trouver d'occasion. Tu peux aussi regarder un A7 II que tu peux peut-être avoir pour autour de 500-600 €, ce qui peut être très intéressant. Maintenant, si tu es un amateur passionné, que tu as un budget déjà plus conséquent, je te propose de regarder le A6700. C'est le roi de la PST chez Sony actuellement. L'autofocus est bluffant avec l'intelligence artificielle, il est hérité des modèles Pro, la stabilisation, tu as la vidéo en 4K 120 images par seconde, c'est un petit monstre. Par contre, si vraiment tu veux du plein format, tu peux regarder du côté du A7 III d'occasion, ça reste un appareil qui est très bon. Ou alors dans le neuf, tu as le A7C II qui offre la qualité du plein format dans un format qui est très compact
qui réduit l'encombrement et j'en ai parlé dans une vidéo spécifique sur le matos que j'achèterais si je redémarrais de zéro chez Sony et honnêtement, je confirme mon choix. Je trouve que c'est un appareil très agréable. Si tu as besoin de côté hybride pour la vidéo, sache juste que tu vas être en recadrage APS-C lorsque tu vas shooter à 4K 60 images par seconde. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est triste, mais c'est comme ça. À savoir, mon petit RX1R2 est aussi un appareil incroyable, mais on ne le trouve pas vraiment. C'est un petit peu difficile ou c'est trop cher, hein, j'ai envie de dire. Mais il est basé sur un A7R2 et je continue à l'utiliser. Donc si tu vois un A7 II d'occasion vraiment pas cher, mais vraiment pas cher, n'hésite pas. Tu peux te faire plaisir aussi avec ça. Rien n'est impossible, mais tout comme le A7 III et le A7 II, la science des couleurs a évolué depuis et certaines choses commencent à dater. Donc tant que tu peux, je t'oriente un petit peu vers les autres. Ensuite, on va avoir le vlogueur, le créateur de contenu. Si c'est toi, si tu cherches à faire des vidéos pour les réseaux sociaux, pour des vlogs, pour tout ce qui est documentation simple et efficace, le ZV-1 II avec l'objectif intégré 18-50 est très bien et très flexible. Pour plus de flexibilité avec les objectifs, comme on a dit, tu as le ZV-E10 et si tu veux la crème de la crème, tu vas avoir le ZV-E1 qui va être littéralement un A7S III dans un petit format. Par contre, attention à la limite et à la surchauffe. Tu as aussi l'alternative hybride intéressante avec le A7C II qui te permet de faire en fait tout ce que font les autres appareils et de bien faire la photo aussi. Donc si tu veux faire les deux en même temps, eh ben, regarde aussi pour un A7C II. Si tu es un utilisateur hybride photo et vidéo exigeant, tu vas avoir le Sony A7 IV qui est supposé l'hybride parfait, mais en 33 millions de pixels pour la photo, vidéo 4K jusqu'à 30 images par seconde, plein format, 4K 60 10 bits 422 avec un recadrage APS-C malheureusement, un bon autofocus, la possibilité d'avoir 2 cartes SD, c'est un boîtier polyvalent par excellence, mais je ne le recommande pas car il n'a pas le dernier autofocus et c'est un gros crop que tu as finalement en vidéo, un gros recadrage. Donc si tu cherches la même polyvalence mais en plus compact, tu vas avoir le Sony A7C II puisque le A7C II a justement cet autofocus IA. Bref, si tu as besoin de 2 cartes mémoire A7 IV, si tu peux t'en passer, A7C II. Ensuite, si tu préfères le paysage ou le studio, que tu as besoin d'une très haute résolution, il va y avoir le A7CR et le A7R5. Tu vas avoir 61 millions de pixels et tu vas pouvoir recadrer énormément dans tes photos sans perdre trop en qualité. Ensuite, tu as aussi l'autofocus avec l'IA qui marche très bien. C'est une option solide. Tu peux peut-être le trouver d'occasion pour moins cher. Tu peux même regarder pour un A7R4 aussi. Mais je trouve que le A7R5 avec le dernier écran, le dernier œillet, la meilleure résolution est vraiment agréable à utiliser. Mais il est un peu plus gros. Donc si tu veux un truc plus compact avec une carte mémoire au lieu de 2, eh ben, tu passes sur le A7CR. Dans quel cas ne pas partir là-dessus lorsque tu as besoin d'une rafale élevée et que tu ne veux pas traiter des fichiers qui font 61 millions de pixels parce que ton ordinateur est lent, hein, peut-être évite cette gamme. Ensuite, on va avoir le photographe sport animalier. Si tu as besoin de vitesse et d'autofocus, quand tout ça, ça compte, en APS-C, tu vas avoir le A6700 qui se défend extrêmement bien. En plein format, tu vas avoir le A9, A9 II ou A9 III avec son Global Shutter. Si ton budget le permet, mais on est à presque 6 000 euros, 7 000 euros, 6-7 000 euros. Il est vraiment conçu pour ça, avec le mode pré-capture, avec des rafales silencieuses ultra rapides, un autofocus qui est ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, si tu veux encore investir plus, le A1 II qui va avoir tout ce que le A9 III peut faire, mais avec plus de résolution et du coup une rafale un peu plus courte à 30 images par seconde en RAW sans blackout, ce qui est quand même incroyable. C'est un boîtier que j'utilise depuis des années en version 1, donc le A1, et j'en suis extrêmement content, même si j'ai pas le dernier autofocus IA ou le mode pré-capture. Après, je ne fais pas beaucoup d'animalier. Mais si j'en faisais, comme je disais dans ma vidéo détaillée, je passerais probablement sur le A1 II ou un A9 III. Et enfin, dernièrement, pour le vidéaste, celui qui est passionné de vidéo et qui s'en fiche de la photo, tu vas avoir la FX3 dont on a parlé, la FX2, le A7S III aussi que j'aime bien même utiliser en photographie. Et ensuite, tu vas passer dans la gamme cinéma avec la FX6 ou FX9. Ouh, ça fait pas mal de choses. J'espère que ça t'a aidé jusqu'à présent. Je t'ai mis dans la description la liste des différents appareils en fonction des catégories. Donc, n'hésite pas à regarder si c'est un petit peu confus tout ça. Maintenant, parlons un petit peu du A7 V. Faut-il attendre un A7 V ou alors faut-il acheter un A7 IV et le RX1R3 va-t-il venir? Personnellement, sur le A7 V, est-ce que ça vaut le coup d'attendre?
si tu as déjà un boîtier qui marche plutôt bien, avec lequel tu es content, mais tu penses juste faire une mise à jour, reste dessus. Ne passe pas sur un A7 IV, ça ne vaut pas le coup d'investir. On a une technologie qui est relativement vieille par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et je pense que ça vaut le coup d'attendre un potentiel A7 V. Est-ce qu'on va avoir un A7 V avec de la vidéo sans recadrage? Je ne suis pas sûr, surtout quand on voit ce qu'ils ont sorti en FX2. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et enfin, au niveau photo, qu'est-ce qu'il va pouvoir y avoir comme amélioration? Je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr. Au-delà d'améliorer la rafale et de rajouter l'IA, avoir le même boîtier, mais du coup on se retrouve avec un A7C2, si tu veux, avec une rafale améliorée dans un gros boîtier. Donc je suis un petit peu surpris, je ne sais pas à quoi m'attendre de la part de Sony, on va voir. Personnellement, j'attendrai jusqu'à la fin de l'année pour voir qu'est-ce qui se fait avant d'investir dans un nouveau boîtier, clairement, surtout si je suis sur un A7 III ou un A7 II. J'attendrai vraiment de voir qu'est-ce qui va sortir. RX1R3, c'est un appareil que j'aimerais vraiment beaucoup voir mis à jour parce que pour moi c'est, comme je disais, le petit Leica de chez Sony. Le 35 mm f2 est juste magnifique avec un objectif fait par Sony Zeiss, et on a un petit œillet qui sort qui est juste génial à utiliser. Malgré tout, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme mise à jour? Une mise à jour sur l'autofocus, peut-être avoir Sony qui fait un objectif peut-être en 24 mm ou 28 mm et d'avoir la capacité de cropper à l'intérieur. N'oublions pas qu'il y a 41 millions de pixels là-dedans, donc tu vas pouvoir recadrer facilement. Une ergonomie peut-être un petit peu mise à jour sur les boutons, et c'est à peu près tout ce que je cherche à avoir. Et le dernier autofocus bien entendu, et un écran touchscreen. Ah oui, pardon, et en fait il y avait pas mal de choses, et une amélioration de la durée de vie de la batterie qui est extrêmement ridiculement petite en ce moment. Voilà un petit peu. Est-ce que ça va venir? Je sais pas, j'attends. Et Sony n'a pas l'air de vouloir se positionner un petit peu sur ce marché qui est le Fuji X105, X106, Leica Q3. Enfin bref, dans tout ce marché des appareils de tous les jours, entre guillemets, qui sont compacts et qui ont un objectif fixe. Voilà, est-ce que tu penses qu'il y a un A7 V qui arrive cet été ou un RX1R3? Je suis curieux d'entendre ton avis dans les commentaires. Maintenant, n'oublie pas, avant d'investir dans du matos, investis dans des compétences. Viens me rejoindre pour la prochaine session de la formation. Il y a un petit lien dans la description pour en apprendre plus. Si tu n'es pas encore prêt, j'ai aussi une fiche de réglage gratuite que tu peux télécharger pour t'aider sur le terrain avec des conseils et des réglages. Et si tu veux apprendre justement à régler ton appareil Sony, regarde cette vidéo. Et si tu veux un guide d'achat avec un petit peu plus d'appareils au-delà de Sony, d'autres marques, regarde cette vidéo. Et maintenant, je te dis, passe une très belle journée.